Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur John J. Mearsheimer pour discuter des règles d'un ordre mondial multipolaire ainsi que des difficultés rencontrées par les États-Unis et l'Europe pour s'adapter à ce nouveau système. Donc oui, bienvenue à nouveau. C'est un plaisir de vous avoir ici encore une fois. Ravi d'être ici, toujours, Glenn. Nous avons donc constaté qu'après la guerre froide, le comportement non seulement des États-Unis, mais aussi de l'Europe, a commencé à changer. Et cela était en grande partie tout à fait naturel, car l'ordre mondial bipolaire avait été remplacé par un ordre mondial unipolaire. Cependant, la répartition internationale du pouvoir dans les années 1990 et 2000 était très différente de celle d'aujourd'hui. À votre avis, comment le passage à une répartition multipolaire du pouvoir a-t-il influencé ce que devraient effectivement être les règles du système international? En réfléchissant davantage à ce que les États-Unis peuvent accomplir en fonction de la manière dont ils doivent agir aujourd'hui. Permettez-moi de dire que la polarité du système, qu'il s'agisse d'un système unipolaire, bipolaire ou multipolaire, a une importance énorme. Je suis né et j'ai grandi pendant la guerre froide, qui était un monde bipolaire, les États-Unis contre l'Union soviétique. Puis bien sûr, en 1989, ou peut-être en 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, nous sommes passés de la bipolarité à l'unipolarité. Cela a été un changement immense. On ne peut pas sous-estimer à quel point cela a affecté la politique internationale. Je noterai un des problèmes est que la plupart des personnes aujourd'hui impliquées dans le processus décisionnel ou qui interviennent en tant que commentateurs ont grandi pendant le moment unipolaire et non pendant l'ère bipolaire de la guerre froide. Ils s'étaient habitués à une situation durant la période d'unipolarité où les États-Unis et leurs alliés européens étaient extrêmement puissants et disposaient de toutes sortes de leviers à travers le monde. Il y avait des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran et bien sûr la Corée du Nord qui étaient mécontents de cette situation. Mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose car il y avait une seule puissance dominante, les États-Unis, soutenus sans réserve par les Européens. Mais ce qui se passe, à mon avis, autour de 2017, on peut débattre du moment exact où le monde est passé de l'unipolarité à la multipolarité. C'est que nous sommes sortis d'un monde unipolaire pour entrer dans un monde multipolaire. Et il est très important, Glenn, de comprendre que c'est la première fois depuis 1945, avant la guerre froide, que nous vivons dans un monde multipolaire. Et un monde multipolaire est différent d'un monde bipolaire. Un monde bipolaire est relativement simple parce que vous avez deux grandes puissances. Elles se font face et d'une manière très importante, elles se partagent en quelque sorte le monde entre elles. C'est une simplification excessive, mais cela saisit en quelque sorte l'essence de ce qui se passe dans la bipolarité. Mais dans un monde multipolaire comme celui dans lequel nous vivons, il y a trois grandes puissances différentes. Et il y a aussi une multitude de puissances majeures. Des pays qui ne sont pas tout à fait des grandes puissances, mais qui exercent beaucoup d'influence dans le système. Et l'Inde s'inscrirait dans cette situation ou dans cette catégorie. Nous sommes donc désormais dans un monde multipolaire. Mais le problème, c'est que nous avons tous ces décideurs politiques, ces experts et ces analystes qui ont grandi à l'époque de l'unipolarité et qui ont l'habitude de penser le monde en termes d'unipolarité. Beaucoup d'entre eux pensent encore que les États-Unis sont Godzilla et qu'ils peuvent utiliser leur poids économique et leur puissance militaire pour imposer leur volonté où bon leur semble. Mais ce monde-là a disparu. Et désormais, du point de vue américain, il s'agit de composer avec la Russie et la Chine, deux grandes puissances,
Et il faut aussi traiter avec des pays comme l'Inde, la Turquie, l'Iran. Il y a beaucoup d'autres acteurs importants dans le système avec lesquels il faut composer. C'est donc un monde très complexe. Et dans ce monde, la puissance de l'Amérique a diminué, pas dans un sens absolu. Économiquement et militairement, nous sommes devenus plus puissants au fil du temps. Mais par rapport aux autres États du système, nous avons perdu du pouvoir. Les États-Unis font désormais face à un concurrent de même niveau, la Chine. La Chine, à laquelle les États-Unis sont confrontés aujourd'hui, est fondamentalement différente de celle qu'ils affrontaient en 1990 ou en 2000. Par conséquent, les États-Unis doivent traiter avec la Chine d'une manière différente de celle du passé. Et encore une fois, je pense que la plupart des décideurs politiques, des analystes et des commentateurs américains n'ont pas vraiment pris la mesure de ce changement. Il y a simplement des limites à ce que nous pouvons faire, nous, c'est-à-dire les États-Unis. Et en réalité, il ne s'agit pas seulement des États-Unis, il s'agit des États-Unis et de l'Occident. Ainsi, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est fondamentalement différent de celui dans lequel la plupart des personnes impliquées dans le processus politique ont grandi. Eh bien, les réalistes ont tendance à diverger un peu sur l'ordre le plus stable. J'ai toujours été un peu critique envers la supposée stabilité d'un système bipolaire. Tout simplement parce que s'il y a deux grandes puissances, lorsque l'une perd, l'autre gagne. Et tout est toujours très tranché et à somme nulle. Mais j'étais d'avis que si vous avez un troisième ou un quatrième pôle, alors si A et B s'affaiblissent mutuellement, C en sortira beaucoup plus fort. Ainsi, au XIXe siècle, les Britanniques et les Russes s'opposaient. Et soudainement, l'Amérique, l'Allemagne, le Japon, tous ces nouveaux centres de pouvoir émergent. Mais comment voyez-vous? Comment comprenez-vous ce qui se passe actuellement entre les États-Unis, la Russie, l'Inde et la Chine? Parce que nous venons d'avoir cette réunion à l'OCS, et il semblait que Trump avait les bons instincts pendant un moment. Il a plus ou moins répété la mise en garde de Kissinger, selon laquelle nous ne devrions pas pousser les Russes dans les bras des Chinois. Mais qu'est-il arrivé avec l'Inde alors? Il y a eu des actions très étranges. Cette punition, et même cette humiliation infligée aux Indiens, qui les ont amenés à s'aligner beaucoup plus étroitement avec ces deux autres géants eurasiens. Eh bien, si vous regardez ce que fait l'administration Trump en ce qui concerne la structure d'alliance qu'elle essaie de mettre en place ou de ne pas mettre en place, cela n'a absolument aucun sens d'un point de vue de l'équilibre des puissances. Il est très important de commencer par souligner que la Chine est un concurrent de même rang que les États-Unis. Il n'y a vraiment qu'une seule grande puissance dans le système capable de rivaliser avec les États-Unis. Et c'est la Chine. La Chine est un adversaire redoutable des États-Unis, tant sur le plan économique que militaire. Donc, si vous êtes dans un système où la Chine est votre principale préoccupation et que vous voulez contenir la Chine, vous voulez contenir son ascension. Il ne s'agit pas de dire que vous voulez déclencher la Troisième Guerre mondiale contre la Chine, mais vous voulez empêcher la Chine de dominer l'Asie. Vous souhaitez donc entretenir de bonnes relations avec la Russie et avec l'Inde, car vous ne voulez pas qu'elle se range du côté chinois. Mais ce que l'administration Trump a fait, en poursuivant la guerre en Ukraine et en traitant les Russes de manière assez dure, malgré ce qui s'est passé en Alaska, c'est en réalité continuer à pousser les Russes dans les bras des Chinois. Et maintenant, ce qui s'est produit, c'est qu'en imposant des droits de douane de 50% à l'Inde et en tenant toutes sortes de propos désobligeants à son égard, Trump a poussé les Indiens dans les bras des Chinois. Ainsi, comme nous l'avons récemment vu lors de la réunion de l'OCS à Tianjin, en Chine,
Les Indiens, les Russes et les Chinois deviennent tous les meilleurs amis du monde, ce qui, encore une fois, n'est pas dans l'intérêt national américain. Ce que les Américains devraient souhaiter, c'est une situation où l'Inde, la Russie et les États-Unis sont les meilleurs amis du monde. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Ce n'est tout simplement pas dans notre intérêt stratégique. Et on ne peut que se gratter la tête et se demander que pensent faire les Américains? Ou, pour le dire plus franchement, que pense faire le président Trump? C'est une violation flagrante de la logique de l'équilibre des puissances. Nous vivons dans un monde multipolaire. L'administration Trump est unanime à penser qu'il faut contenir la Chine. Eh bien, si l'on pense qu'il faut contenir la Chine, pousser les Russes et les Indiens dans les bras des Chinois n'a absolument aucun sens. Et on peut aller encore plus loin, Glenn. On peut aussi parler de pays comme l'Iran ou la Corée du Nord. Ce que nous voyons ici, c'est que les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens et les Iraniens se sont tous réunis pour en quelque sorte contrebalancer les États-Unis. Les Européens, qui bien sûr collaborent avec les Américains sur la question iranienne, ont désormais demandé le rétablissement immédiat des sanctions contre l'Iran. Comme vous le savez, avec le JCPOA, l'accord entre l'Iran et les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Cet accord de 2015 a permis de lever toutes sortes de sanctions contre l'Iran, principalement en théorie, pas vraiment en pratique. Quoi qu'il en soit, l'argument était que si un membre de ce groupe décidait de rétablir les sanctions, de remettre les sanctions en place contre l'Iran, tout le monde suivrait. Eh bien, les Européens veulent réimposer des sanctions automatiques. Ils veulent rétablir les sanctions contre l'Iran. Et les ministres des Affaires étrangères, russes, chinois et iraniens, viennent de publier une déclaration affirmant qu'ils considèrent ces sanctions automatiques comme illégales, erronées et contre-productives, et qu'ils n'y prêteront aucune attention. Ce que l'on constate ici, c'est que le front uni visant à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires en 2015 s'est effondré. Les Iraniens, les Russes et les Chinois collaborent désormais. En fait, les Russes et les Chinois aident les Iraniens à renforcer leur défense en vue d'une éventuelle attaque d'Israël ou des États-Unis. Donc, en réalité, les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont détériorées, ce qui rend plus difficile la prévention de l'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran, et rend plus probable que les États-Unis finissent par attaquer à nouveau l'Iran, ce qui n'est pas dans notre intérêt national. Nous devrions entretenir de bonnes relations avec l'Iran. Nous devrions faire de grands efforts pour obtenir l'aide des Russes et des Chinois afin d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Mais au lieu de cela, nous allons dans la direction opposée et nous poussons les Iraniens, les Chinois, les Russes et les Nord-Coréens à se rapprocher. Et bien sûr, juste un mot ou deux à propos des Nord-Coréens. Si vous avez remarqué, lorsqu'ils ont organisé cette grande célébration la semaine dernière à Pékin, pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie, les dirigeants de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie étaient tous là ensemble, bras dessus, bras dessous, célébrant la victoire. On voit donc très clairement ce qui s'est passé ici. Nous avons rapproché ces quatre pays, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ce qui n'est pas dans notre intérêt. Et maintenant, nous avons poussé les Indiens à rejoindre ce même arrangement, cette même coalition. Cela n'a absolument aucun sens du point de vue américain. Mais c'était un avertissement courant dans les années 1990 contre l'unipolarité, car on disait que cela aurait deux conséquences. Premièrement, cela épuiserait les ressources des États-Unis et de l'Occident politique. Mais cela inciterait aussi d'autres puissances montantes à s'unir
pour contrebalancer collectivement l'Occident. Dans un ordre unipolaire, pour qu'il n'y ait qu'un seul centre de pouvoir, il est logique de contenir toutes les autres puissances régionales. Mais dans un système multipolaire, cela ne fait qu'encourager l'équilibre collectif. Par exemple, décourager l'Inde de commercer avec l'Iran signifie simplement que les Iraniens deviendront plus dépendants de la Chine. Je crois que c'est en 2012 qu'Hillary Clinton a soutenu que les États-Unis devraient ralentir ou tenter de briser l'Union économique eurasiatique parce qu'elle institutionnalisait trop l'influence russe sur l'Asie centrale. Cela a également été cité par beaucoup comme une raison pour laquelle renverser le gouvernement en Ukraine en 2014 est devenu un objectif clé. Mais si la Russie n'a pas d'influence en Asie centrale, alors l'influence de la Chine va croître de manière disproportionnée. Ainsi, toute l'idée de faire fonctionner le système vers un équilibre naturel semble être remise en cause. Je veux dire, même en Europe, il semble que, dès lors qu'on passe de l'unipolarité à la multipolarité, il vaudrait mieux que l'Allemagne et la France entretiennent de meilleures relations avec la Russie, n'est-ce pas? Plutôt que ce que nous voyons actuellement avec les accords de l'OCS qui sont conclus, tout ce gaz qui était censé alimenter l'Europe partant finalement en Chine, de sorte que la Russie devient elle aussi plus dépendante de la Chine. Il semble simplement que tout cela devrait relever du bon sens. Mais nous n'agissons pas vraiment en ce sens. Mais penses-tu que Trump comprend qu'il s'agit d'un système multipolaire? Parce qu'il a récemment tweeté que la Russie et l'Inde avaient été perdues au profit de la Chine. Mais tout l'intérêt des Russes et des Indiens n'est pas de s'aligner sous la direction chinoise pour s'opposer à l'Amérique. Ils considèrent la Chine comme le principal partenaire pour œuvrer en faveur d'un système multipolaire où ils seraient des centres de pouvoir indépendants. Mais personne ne veut rejoindre un bloc chinois contre l'Amérique. Je pense qu'ils veulent plutôt, au lieu de s'opposer à l'Amérique, s'opposer à l'hégémonie américaine. Mais ce sont deux choses très différentes. Donc, penses-tu que Trump voit le monde comme étant bipolaire? Alors, parce que j'ai du mal à comprendre certaines de ces décisions qui sont prises. Avant que tu ne répondes à cette question, Glenn, permets-moi de faire un rapide commentaire sur ce que tu as dit à propos de nos politiques, les politiques américaines ou occidentales, pendant la période d'unipolarité, et sur ce qu'elles signifient pour le monde multipolaire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je pense que le meilleur exemple d'une politique insensée adoptée durant l'unipolarité et qui se retourne contre nous dans la multipolarité, c'est l'élargissement de l'OTAN, en particulier l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Comme tu le sais très bien, en avril 2008, l'Occident a pris la décision, l'OTAN a pris la décision d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, et nous avons persisté dans cette décision à chaque étape depuis lors. Les conséquences sont tout simplement désastreuses pour toutes les parties concernées, comme tu viens de le souligner. Mais nous avons fait preuve d'un immense orgueil pendant le moment unipolaire. Et cela était encore plus vrai pour les États-Unis que pour les Européens. Mais les Européens étaient prêts à suivre les États-Unis. C'était particulièrement vrai pour les Britanniques. Collectivement, nous pensions pouvoir diriger le monde, que tout nous réussissait. Et si d'autres pays n'étaient pas d'accord, nous leur imposions simplement notre volonté. C'est ainsi que nous avons abordé l'élargissement de l'OTAN. Nous savions dès le départ que les Russes s'y opposaient. Mais en 1999, nous leur avons imposé cet élargissement. En 2004, nous leur avons imposé la deuxième grande vague. Et puis, nous avons pensé que nous pourrions imposer la troisième grande tranche, qui inclurait l'Ukraine et la Géorgie, de force en avril 2008. Et bien sûr, cela n'a pas fonctionné, et cela a créé une situation terrible
on pourrait même dire catastrophique, en Europe, à l'ère multipolaire. Mais je voulais simplement compléter ce que vous avez dit. Très bien à propos de Trump, c'est une question très intéressante. Il faut se rappeler que lorsque Trump arrive au pouvoir, c'est en janvier 2017, son administration, dès la première année, introduit le terme multipolarité dans le dialogue sur la sécurité nationale aux États-Unis. Le mot multipolarité n'existait pas sous l'administration Obama. Et c'est le président Trump qui parle de multipolarité. Ils évoquent les Chinois et les Russes comme les deux autres grandes puissances. De plus, Trump, lorsqu'il arrive au pouvoir, abandonne l'engagement avec la Chine, qui était une politique très libérale visant à enrichir la Chine et à la transformer en une démocratie libérale, partant du principe que nous vivrions tous heureux pour toujours. C'est Trump qui met fin à cette politique d'engagement et adopte une politique de containment dans ce monde multipolaire, comme le décrit son administration. Par ailleurs, comme vous vous en souvenez, Trump voulait entretenir de bonnes relations avec la Russie, avec Poutine. Et s'il avait réussi et qu'il n'y avait pas eu d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, les États-Unis et la Russie auraient aujourd'hui des relations bien meilleures qu'elles ne le sont actuellement. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en raison du Russiagate et du pouvoir de l'État profond, Trump s'est retrouvé tout aussi antagoniste envers les Russes que ses prédécesseurs et ses successeurs. Et comme nous le savons tous, il a été le premier président à fournir des armes offensives aux Ukrainiens. Donc ce qui s'est passé avec l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche en janvier 2017, c'est que nous sommes, de manière très visible, entrés dans un monde multipolaire, premièrement. Deuxièmement, nous avons mis beaucoup l'accent sur la nécessité de contenir la Chine et d'abandonner l'engagement. Mais en ce qui concerne la Russie, nous avons continué à pousser la situation en Ukraine au point qu'il était garanti que les Russes finiraient par s'allier avec les Chinois, ce qui n'avait aucun sens. Voilà pour la première administration Trump. Ensuite, nous avons la deuxième administration Trump, qui bien sûr commence le 20 janvier de cette année. Nous sommes clairement dans un monde multipolaire maintenant. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et Trump semble s'intéresser à la nécessité de contenir la Chine. Et il semble qu'il soit intéressé à améliorer les relations avec Poutine et plus généralement avec la Russie. On dirait qu'au début, il souhaite faire lors de son second mandat ce qu'il n'a pas pu accomplir lors du premier vis-à-vis de la Russie. Mais cela ne fonctionne pas. Il s'y prend de manière tellement maladroite qu'il ne fait pratiquement aucun progrès pour régler la guerre en Ukraine. Et les relations entre les États-Unis et la Russie, malgré une apparence d'amélioration en surface, restent à peu près les mêmes qu'auparavant. Les Russes ne nous font absolument pas confiance. Les Russes sont clairement étroitement alliés aux Chinois et ils comprennent parfaitement qu'ils doivent le rester. Parce que le problème avec le président Trump, c'est qu'il change d'avis tous les 2 jours et on ne peut pas lui faire confiance. Les Indiens l'ont découvert, comme nous en avons parlé plus tôt. Les Russes l'ont découvert à d'innombrables reprises. Ils lui parlent, pensent avoir trouvé un accord. Puis quelques jours plus tard, Trump change d'avis. Donc, le résultat final de tout cela, c'est que les Russes et les Chinois, comme nous le disions auparavant, sont plus proches que jamais. Les Indiens sont maintenant assez proches à la fois des Russes et des Chinois à cause des politiques insensées de Trump. Donc d'une certaine manière très importante, je pense que Trump a de bons instincts en ce qui concerne sa compréhension fondamentale de la nature de la politique internationale et de la relation que nous devrions avoir avec des pays comme la Russie et la Chine. Encore une fois, je pense que ses instincts de base sont corrects. Mais en ce qui concerne l'exécution, il obtient une note d'échec. Et c'est pourquoi les États-Unis sont dans une situation aussi difficile aujourd'hui.
that's why the United States is in so much trouble today. Well, it seems that all the NATO expansion. Eh bien, il semble que toute l'expansion de l'OTAN avait beaucoup de sens, à mon avis, dans les années 1990. Parce que s'il existe une répartition unipolaire du pouvoir et que l'on poursuit cette paix hégémonique, où l'on n'a pas à prendre en compte la sécurité de ses adversaires, on s'assure simplement d'être tellement dominant que l'avis d'autres pays comme la Russie importe peu. Alors, bien sûr, il est logique d'élargir l'OTAN. Car cela signifiait renforcer le rôle des États-Unis en Europe, mais aussi reconnaître que si la Russie faisait partie de ces structures de l'OTAN, ce ne serait plus le même type d'institution qui permettrait aux Américains d'être présents en Europe. Et encore une fois, Joe Biden a fait ce commentaire au Conseil de l'Atlantique, je crois que c'était en 1987, où il a dit que les Russes nous avaient prévenus que si nous élargissions l'OTAN, ils seraient alors obligés de se tourner vers la Chine comme partenaire. Et il a répondu, « Oui, allez-y. Et si ça ne marche pas, essayez donc de vous associer avec les Iraniens. » Toute la salle a éclaté de rire, car l'Amérique et l'Occident étaient les seuls acteurs en jeu. Ils savaient que le pire accord proposé aux Russes restait le seul accord sur la table. Le secrétaire à la défense américain sous Clinton, William Perry, a fait un commentaire similaire. Tout le monde dans l'administration savait que cela allait aliéner les Russes, mais cela n'avait plus vraiment d'importance, car ils étaient faibles. Donc, tout cela avait un certain sens lorsqu'il y avait une distribution unipolaire du pouvoir. Mais en élargissant cela à l'OTAN, et maintenant que la Russie a la capacité de riposter et de se battre, et qu'elle est en effet en train de gagner cette guerre par procuration contre l'OTAN, compte tenu de la nouvelle répartition du pouvoir que nous devons reconnaître, quelle est la solution pour sauver la situation aujourd'hui? Parce que cette expansion de l'OTAN, qui selon moi était utile pour consolider le moment unipolaire des années 1990 et 2000, n'a plus vraiment de sens maintenant, que les Russes sont à nouveau capables de gagner sur le champ de bataille, de résister aux pressions économiques, de trouver de nouveaux partenaires internationaux et de renforcer la Chine, qui est désormais le principal rival des États-Unis. Que doit faire l'Occident politique dans cette situation? Il semble très difficile de changer de cap maintenant. Yes, it's very hard to change course now, it seems. I just want to go back to your comments on Je voudrais simplement revenir sur vos commentaires concernant les décisions prises dans les années 1990, en particulier en ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN. Votre discours laissait entendre que nous réfléchissions à l'époque en termes d'équilibre des puissances. Je pense que des personnes, comme le secrétaire à la Défense Bill Perry, George Kennan, Paul Nitze, ainsi qu'un nombre important d'autres personnes, dont beaucoup étaient pourtant très bellicistes pendant la guerre froide, envisageaient l'élargissement de l'OTAN, selon moi, en termes d'équilibre des puissances. Autrement dit, ils pensaient que si nous élargissions l'OTAN, les Russes réagiraient et que nous serions alors dans une situation vraiment problématique. Et dans leur esprit, les Russes agiraient selon une logique réaliste fondamentale. C'est pourquoi ils s'opposaient à l'élargissement de l'OTAN. Mais bien sûr, ils ont perdu ce combat. Et les personnes qui dominaient le discours, des gens comme Anthony Lake, Strobe Talbot et le président Clinton lui-même, ne raisonnaient pas en termes d'équilibre des puissances. Il est très important de comprendre que nous n'élargissions pas l'OTAN dans les années 1990 et au début du XXIe siècle parce que nous pensions que la Russie représentait une menace. Ce genre de rhétorique domine aujourd'hui en Occident, mais ce n'était certainement pas notre point de vue dans les années 1990. Bill Clinton pensait qu'il pouvait élargir l'OTAN et créer une immense zone de paix, englobant à la fois l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Ce qu'il voulait, c'était prendre les institutions qui dominaient en Europe de l'Ouest et les étendre vers l'Est. Il voulait créer une zone de paix, une Europe unie et libre.
Il ne considérait pas cela comme une démarche anti-russe. He did not view this as anti-Russian. Clinton was fully aware that the Russians would be Clinton était parfaitement conscient que les Russes seraient mécontents, mais il pensait pouvoir apaiser leurs craintes et que l'OTAN pourrait s'élargir, permettant ainsi à tous de vivre heureux pour toujours. Michael McFaul, qui soutenait pleinement cette entreprise et a été ambassadeur des États-Unis à Moscou, m'a dit qu'il avait assuré à plusieurs reprises à Poutine que l'élargissement de l'OTAN ne constituait pas une menace pour la Russie. Ce n'était pas conçu pour causer des problèmes à la Russie. C'était destiné à rendre l'Europe plus pacifique. Ce n'est qu'après l'éclatement de la crise, le 22 février 2014, que nous avons changé de rhétorique, que les Russes sont devenus dangereux et que l'élargissement de l'OTAN est devenu nécessaire pour contenir ces Russes maléfiques. Mais ce n'est pas cela qui motivait la réflexion sur l'élargissement de l'OTAN auparavant. Encore une fois, très important de comprendre qu'il s'agissait de la période de l'hégémonie libérale. C'est à cette époque que nous avions ces idées libérales en tête, que nous pensions devoir dominer notre approche de la politique étrangère américaine. Et pour changer de sujet un instant et illustrer mon propos, il faut comprendre que les États-Unis ont joué un rôle clé dans la transformation de la Chine en grande puissance. Nous avons délibérément contribué à alimenter la croissance économique chinoise. Permettre à la Chine de rejoindre l'OMC en 2001, ce que l'administration Clinton comme l'administration Bush ont pleinement soutenu, a véritablement stimulé la croissance chinoise au début de ce siècle. Et nous l'avons fait intentionnellement parce que nous pensions que si la Chine devenait vraiment puissante, elle deviendrait une démocratie. Et comme les démocraties ne se font pas la guerre et vivent ensemble en harmonie, cette histoire aurait une fin heureuse. C'était notre conviction. Et souvenez-vous, je vous ai dit que c'était le président Trump, lorsqu'il est devenu président pour la première fois en 2017, qui a été la personne à abandonner ou à s'éloigner de l'engagement, cette politique qui visait à enrichir la Chine. Et qu'est-il arrivé? Ce que Trump a fait, c'est adopter la politique de l'endiguement. Mais avant 2017, nous avions une vision fondamentalement différente de la manière de traiter avec la Chine, et c'était une approche très libérale. Pour le dire autrement, elle reposait essentiellement sur l'hypothèse que le monde avait changé, que la politique d'équilibre des puissances n'avait plus d'importance et que les États-Unis pouvaient vivre confortablement et pacifiquement avec une Chine vraiment puissante. Exactement. Et la même logique, encore une fois, s'appliquait ici en ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN. Les gens de l'entourage de Clinton ne cherchaient pas à provoquer la Russie. Comme tu le sais mieux que moi, Glenn, la Russie était un cas désespéré sur les plans militaires et économiques dans les années 1990 et au début des années 2000. Il n'y avait aucune raison de penser à contenir la Russie à cette époque, et ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Dans leur esprit, ils étendaient ce régime libéral qui existait en Europe de l'Ouest vers l'Est, et cela devait rendre l'Europe plus pacifique. Et bien sûr, tout cela s'est retourné contre eux. Cela s'est retourné contre eux en Asie de l'Est. Les États-Unis ont créé un concurrent de même niveau. Tu te rends compte? Les États-Unis ont délibérément créé une Chine puissante, qui est aujourd'hui un concurrent de même rang. Et en Europe, nous avons poussé à l'élargissement de l'OTAN en pensant que cela rendrait l'Europe plus pacifique, alors que cela a eu exactement l'effet inverse. Cela nous amène donc à votre question. Que faisons-nous maintenant? Je n'ai pas de réponse à cela, car les élites qui dirigent l'Europe et l'establishment de la politique étrangère aux États-Unis sont profondément opposés à toute forme d'accommodement avec les Russes. Et comme vous et moi le savons très bien, les Russes vont gagner cette guerre. Il est difficile de dire à quoi ressemblera exactement cette victoire, mais les Russes vont gagner. Ils ne vont pas perdre. L'OTAN,
ce qui inclut les États-Unis et les Européens, ne va pas du tout s'en réjouir. Et il y aura une relation fondamentalement conflictuelle, même si elle n'implique pas de combat, entre l'Occident d'un côté, aligné avec l'Ukraine, ou ce qu'il en restera, et les Russes de l'autre côté. Donc nous sommes dans une situation difficile pour un avenir prévisible. Je ne doute pas qu'il y avait une véritable conviction liée aux présupposés libéraux sur la manière dont les relations allaient évoluer. Encore une fois, selon la théorie libérale, on suppose que la démocratie conduit à la paix, que l'interdépendance économique conduit à la paix, et que des institutions communes mènent également à la paix. Ainsi, avec la croissance économique de la Chine, une classe moyenne émerge. Elle réclame la démocratie, et donc la paix s'installe. L'interdépendance économique entre les États-Unis et la Chine, paix. Et bien sûr, une plus grande intégration de la Chine dans des institutions communes, donc des règles partagées, l'anarchie est réduite, là aussi, la paix. Bien sûr, si l'on observe le monde à travers le prisme réaliste, une Chine plus forte entraînerait inévitablement une concurrence directe entre les États-Unis et la Chine. Mais la même logique était également erronée avec la Russie. L'argument était que l'OTAN n'était alors qu'une communauté démocratique. Elle n'avait plus pour objectif de contenir la Russie. Donc les Russes ne devaient pas s'en inquiéter. Cependant, dès que la Russie a commencé à réagir, l'OTAN est immédiatement revenue à son objectif de contentement de la guerre froide, ce que l'on constate aujourd'hui. Ce qui me manque, je crois, dans tout l'Occident, c'est une certaine réflexion sur les mauvaises hypothèses qui ont été faites et une correction de trajectoire. Mais je n'ai pas vraiment vu cela jusqu'à présent. Je voulais tout de même poser une question sur les Européens, car je comprends comment les États-Unis devraient se repositionner dans le système international et s'adapter à d'autres centres de pouvoir, comme la Russie et l'Inde, afin de ne pas les pousser trop loin vers l'adversaire principal. Mais que doivent faire les Européens? Parce qu'ils sont liés aux États-Unis de manière si étroite depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans un système multipolaire, les Américains s'intéressent moins à l'Europe. Ils ont d'autres priorités. Le monde n'est plus eurocentrique. Alors comment les Européens doivent-ils agir? Parce que les États-Unis ont été importants ces 80 dernières années. Ils ont joué le rôle de pacificateur en Europe pour nous empêcher de nous déchirer. Mais cela a également été un facteur très important pour que les Européens restent pertinents après la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la voie à suivre? Comment l'Europe, selon vous, s'adapte-t-elle à un monde multipolaire? Car dans la bipolarité, nous avions les États-Unis. Ils nous protégeaient des Soviétiques. Dans l'ordre mondial unipolaire, nous avions de grandes ambitions. L'UME était censé utiliser notre pouvoir de négociation collective. Nous étions censés être l'autre pilier. L'hégémonie collective de l'Occident politique devait reposer sur les États-Unis et l'Europe, assurant ainsi une pertinence durable dans le monde. Mais dans un monde multipolaire, où les Américains se retirent, que font les Européens? Car, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas vraiment été dans une telle position depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Je veux simplement répéter ce que vous venez de dire avec des mots légèrement différents, car c'est tellement important. La guerre froide était centrée sur l'Europe. Pour tous ceux qui ont vécu cette période, le front central en Europe était le cœur du conflit. L'Europe comptait donc énormément pour les États-Unis pendant la guerre froide, tandis que l'Asie de l'Est passait au second plan. Puis est venue l'unipolarité, et les États-Unis et les Européens étaient étroitement liés durant cette période. Nous sommes restés en Europe. Comme tu l'as souligné, Glenn, nous sommes restés le pacificateur américain. Et bien sûr, l'élargissement de l'OTAN, si on y réfléchit, signifie simplement plus d'implications américaines, pas moins.
car les Américains cherchent désormais à étendre leur rôle de pacificateur à la moitié orientale du continent et pas seulement à la moitié occidentale. Et puis, la unipolarité disparaît, comme vous le dites, et nous entrons dans la multipolarité. Et les conséquences pour l'Europe sont énormes. Je répète ce que vous avez dit parce qu'il est important que les téléspectateurs comprennent ce qui s'est passé ici. L'Europe n'a tout simplement plus autant d'importance pour les États-Unis. Permettez-moi d'ajouter quelques mots à ce sujet. Tout d'abord, presque tout le monde est d'accord, certainement au sein de l'establishment de la sécurité nationale ici aux États-Unis, pour dire que la principale menace à laquelle les États-Unis sont confrontés vient de la Chine. Et cela nécessite un pivot vers l'Asie, ce qui signifie un éloignement de l'Europe. Et c'est une décision capitale. Comme j'aime le rappeler, pendant toute l'histoire des États-Unis, jusqu'en 2017 environ, l'Europe était déjà un ami important du monde pour nous en dehors de l'hémisphère occidental. L'Europe a toujours été plus importante que l'Asie, et cela s'expliquait par le fait que les États les plus puissants du système, à part les États-Unis, se trouvaient en Europe et non en Asie de l'Est. L'Allemagne nazie représentait une menace bien plus grande pour nous que le Japon impérial. Eh bien, ce monde a disparu. La principale menace à laquelle nous faisons face se trouve en Asie de l'Est. Donc, par définition, l'Asie de l'Est est plus importante pour nous que l'Europe. C'est la première fois que cela se produit. Et bien sûr, c'est ce qui sous-tend le pivot vers l'Asie. Et cela est vraiment significatif pour l'Europe. Le deuxième point que je voudrais souligner, qui est étroitement lié à cela, c'est que la troisième grande puissance du système est la Russie. Et malgré tous ces discours délirants en Europe sur le fait que la Russie va conquérir toute l'Ukraine, puis l'Europe de l'Est, et qu'ensuite elle sera bientôt sur les plages de Dunkerque, c'est tout simplement insensé. Cela n'arrivera pas. La Russie a déjà du mal à conquérir le 5e Est de l'Ukraine. L'idée que ce serait le retour de la Wehrmacht, qui vont conquérir toute l'Ukraine, puis avancer encore plus à l'Ouest, n'est tout simplement pas un argument sérieux. Il n'y a donc aucune raison pour que les États-Unis soient en Europe du point de vue de la politique des grandes puissances. Devons-nous être en Europe pour contenir la Russie? Non, car il n'y a aucune menace sérieuse que la Russie domine l'Europe. En fait, nous avons été imprudents d'élargir l'OTAN après 2004, car nous avons créé cette crise qui n'est pas dans notre intérêt national. Cela nous a entraînés en Europe. En réalité, les États-Unis devraient se réorienter vers l'Asie. Ainsi, on se retrouve dans une situation où les États-Unis n'ont pas vraiment d'intérêt à rester en Europe, car l'Asie de l'Est est un théâtre bien plus important, et les Chinois sont nombreux. Ils disposent de forces militaires redoutables, et les États-Unis auront besoin de toute l'aide possible pour tenter de contenir la Chine. Rester en Europe n'a donc pas beaucoup de sens. C'est catastrophique du point de vue européen, car les États-Unis ont joué le rôle de pacificateur. Les Européens, pour de bonnes raisons, je ne leur en veux absolument pas, ne veulent pas que nous partions. Car tant que l'oncle Sam est en Europe, l'OTAN reste intacte. Le pacificateur est en place et personne n'a à s'inquiéter d'une remilitarisation de l'Allemagne, n'est-ce pas? Et personne n'a à s'inquiéter des Russes parce que les Américains sont là. Mais si vous retirez les Américains, la situation est très différente, car l'Europe se retrouve alors seule. Et il devient vite évident que l'Europe n'est pas une entité politique en soi. L'Europe est un ensemble de différents États qui rencontrent toutes sortes de problèmes d'action collective et ont des préoccupations sécuritaires différentes. Si vous êtes l'Espagne, vous percevez l'Ukraine très différemment que si vous êtes la Pologne, évidemment. Et si l'on prend en compte l'histoire, les relations entre des pays comme l'Allemagne et la France, l'Allemagne et le Danemark, et surtout l'Allemagne et la Pologne,
Ces questions ressortent au premier plan lorsque les États-Unis ne sont pas là pour jouer le rôle de pacificateur, résoudre les problèmes d'action collective et apaiser les tensions. Du point de vue européen, l'essentiel est d'essayer de garder les Américains impliqués. Et cela serait difficile dans tous les cas en raison des impératifs structurels ici, le fait que l'Asie de l'Est est si importante pour les États-Unis. Mais c'est particulièrement difficile parce que Trump est président et Trump, fondamentalement, déstabilise les Européens. Les Européens, bien sûr, le comprennent. Ils n'en parlent pas beaucoup parce qu'ils savent qu'il faut constamment flatter le président Trump, être aimable avec lui, et ainsi de suite. Mais ils savent qu'il les inquiète et qu'ils seraient tout à fait disposés à mettre fin à l'OTAN et à quitter l'Europe. Il sera donc très difficile pour les Européens, à l'avenir, de maintenir ce calmant en place. Eh bien, je pense que cela explique aussi pourquoi les Européens se comportent, je suppose, de manière si différente du reste du monde. Parce que lorsque le monde était bipolaire, on choisissait soit un camp, soit l'autre. Mais en s'alliant à l'un, on s'isolait aussi de l'autre. Il était donc plus facile, je pense, d'avoir une unité en Europe sous la bipolarité. Et encore une fois, avec l'unipolarité, ce que j'ai aussi entendu du gouverneur de la Banque centrale de Hongrie et d'autres, c'est que l'Amérique était la seule option. Si vous vouliez prospérer, il fallait surfer sur cette vague, donc vous suiviez les États-Unis. Mais un système multipolaire offre beaucoup d'attrait à de nombreux pays dans le monde, parce que, contrairement au système bipolaire ou unipolaire, où il faut en quelque sorte accepter qui est le patron, dans un système multipolaire, on peut diversifier ses liens. Ce n'est pas seulement excellent pour la prospérité économique, mais cela donne aussi l'opportunité aux petits et moyens pays d'avoir une autonomie politique bien plus grande. Regardez la Turquie. Personne ne peut leur dire quoi faire. Dans un ordre bipolaire ou unipolaire, ils devaient se conformer. Maintenant, si quelqu'un les pousse trop loin, ils peuvent adopter une stratégie d'équilibre. Ils peuvent se rapprocher de la Chine ou des États-Unis. Plus personne ne leur dicte leur conduite. Beaucoup de pays trouvent cela attirant. C'est juste que les Européens, eux, ont vraiment tout misé sur l'extension de ce moment unipolaire, au point de couper leurs liens avec tous les autres centres de pouvoir. D'abord les Russes, maintenant les Chinois. Vous avez mentionné tout à l'heure l'Iran et le retour des sanctions. J'ai récemment parlé à un ancien conseiller de l'équipe nucléaire iranienne, et il disait que la seule raison pour laquelle ils écoutent encore les Européens, c'est parce qu'ils avaient la possibilité d'imposer ces sanctions. Maintenant, ils n'ont plus aucune valeur pour nous. Il n'y a plus aucune raison de leur parler. Nous nous coupons de tout le monde, sauf des États-Unis, en espérant ensuite que cela sera récompensé par les Américains pour prouver notre loyauté. Mais au contraire, cela place les Européens dans une position encore plus exposée. Car si vous n'avez qu'un seul partenaire, comme lorsque Trump a proposé un accord commercial, les Européens doivent signer tout ce qu'on leur présente. Tous les dirigeants doivent s'asseoir bien sagement sur les chaises devant son bureau et l'appeler « papa », alors qu'ils les regardent presque avec mépris pour être aussi lâches et incapables de défendre leurs propres intérêts nationaux. C'est un sentiment qui prévaut après la guerre en Ukraine. Certains Européens pensent qu'il est judicieux de s'aligner uniquement sur les États-Unis pour renforcer l'Occident politique, tandis que d'autres estiment qu'il faut s'adapter à la multipolarité en diversifiant les liens. Ma question est donc la suivante. Est-ce uniquement la guerre en Ukraine qui maintient les Européens unis dans un monde multipolaire? Ou pensez-vous que l'Europe commencera à se fragmenter davantage une fois la guerre terminée et que les gens commenceront à s'adapter différemment à cette nouvelle répartition du pouvoir? Car, comme vous l'avez dit,
Si vous êtes la Grèce ou la Lettonie, dans un monde multipolaire, il y a très peu de choses qui unissent encore vos intérêts. J'imagine qu'ils commenceraient à s'éloigner les uns des autres s'il n'y avait plus de guerre pour les unir. Oui, je pense, simplement en me basant sur votre dernier commentaire, qu'une des raisons pour lesquelles les Européens veulent poursuivre la guerre en Ukraine et maintenir l'engagement profond des Américains dans ce conflit, c'est que cela permet de garder le tétine américain en Europe. En d'autres termes, je pense que lorsque les élites européennes regardent la guerre en Ukraine, elles ne pensent pas simplement à gagner la guerre pour contenir la Russie. J'imagine qu'un certain nombre d'entre elles comprennent que la Russie n'est pas une si grande menace. Mais ce qu'elles veulent vraiment, c'est garder les Américains impliqués dans le conflit. Et elles font tout leur possible pour que les Américains restent dans la lutte. Et c'est parce qu'ils veulent maintenir la tétine en place. Mais il n'est pas certain qu'ils y parviennent. La guerre finira à un moment donné. Il y aura toutes sortes de reproches. Et les Américains se retirent lentement mais sûrement d'Europe. Il n'y a pas eu de grandes décisions prises, mais de façon très progressive, on peut voir les États-Unis s'orienter lentement vers la sortie. Et bien sûr, je pense que les Européens le comprennent. Les dirigeants européens le comprennent, et ils essaient d'arrêter les Américains avant qu'ils n'atteignent la sortie. Ils y parviendront peut-être, qui sait, mais la tâche est très difficile. Mais si les Américains partent, ou si les Américains réduisent fortement leur présence et leur influence, je pense que vous allez voir de puissantes forces centrifuges entrer en jeu. Ce sont des États indépendants. Il n'existe pas de choses telles que l'Europe en tant qu'État-nation distincte. Vous savez, les gens ont pris l'habitude de parler de l'Europe comme si c'était une entité unique. Ce n'est pas une entité unique. Elle est composée d'une série d'États-nations. Et ce qui nous a permis de parler de l'Europe comme si c'était un État unique, et de prétendre que l'U-Power est une entité étatique unique, c'est le fait que vous avez ce pacificateur en place. Comme je l'ai souvent soutenu, l'OTAN est le pilier de l'UMR. Si vous retirez l'OTAN, je pense que l'avenir de l'UMR sera bien moins prometteur, car la sécurité est à la base de l'économie et l'UMR repose sur l'OTAN. Ainsi, les Européens, les différents États d'Europe, vont devoir réfléchir sérieusement, chacun de leur côté, à la manière dont ils gèrent la sécurité. D'ailleurs, cela se voit dans la façon dont ils envisagent la gestion du dossier ukrainien. Il n'y a pas beaucoup de consensus lors de ces réunions organisées par Macron et Starmer sur la manière d'aborder la question ukrainienne à l'avenir. Ce n'est pas comme si tout le monde voulait envoyer des troupes pour stationner en Ukraine une fois les combats terminés. Évidemment, des pays comme la Grande-Bretagne et la France le souhaitent. L'Allemagne semble hésiter. La Pologne, elle, ne tergiverse pas. La Pologne ne veut pas envoyer de troupes en Ukraine. Et j'imagine que si l'on examine les relations entre les différents États d'Europe de l'Est à propos de l'Ukraine, on constatera toutes sortes de divergences. J'ai lu plusieurs articles expliquant que les Polonais et les Hongrois entretiennent actuellement de très mauvaises relations et que beaucoup de choses tournent autour de la question ukrainienne. La Pologne et la Hongrie sont essentiellement des États de première ligne en Europe de l'Est. Ensuite, si l'on ajoute les Français, les Britanniques, les Allemands, il est difficile d'imaginer comment on pourrait parvenir à un consensus sur des questions importantes à l'avenir. Et encore une fois, pour nous répéter, c'est pourquoi les Européens veulent le pacificateur américain. Ils veulent que les Américains résolvent ces problèmes d'action collective. Je vous ai déjà pris beaucoup de temps, mais je voudrais poser une dernière question. Dans un système multipolaire, quel rôle voyez-vous pour la Russie?
ou quelle serait la politique idéale pour la Russie, en supposant que l'objectif soit de promouvoir les intérêts russes et la sécurité de la Russie dans un tel système. Car, encore une fois, pour moi, mon rêve initial, ou plutôt mon rêve actuel, était toujours d'avoir une Europe commune comme source de paix. Un peu comme ce qui a été fait entre les Français et les Allemands après la Seconde Guerre mondiale. J'aurais aimé voir cela entre les Russes et le reste des Européens après la guerre froide. Encore une fois, cela aurait été bénéfique pour tout le monde en termes de prospérité. Ce serait également un pôle de puissance important dans un monde multipolaire, car l'alternative semble être de rediviser le continent et de raviver la logique de la guerre froide, ce qui rend les Européens trop dépendants des États-Unis et la Russie trop dépendante de la Chine. Mais d'un autre côté, je ne vois plus cela comme une possibilité. En effet, j'ai écrit il y a presque 10 ans un livre intitulé « La stratégie géoéconomique de la Russie pour la Grande Eurasie », dans lequel j'exposais une théorie économique, essentiellement une théorie économique réaliste, sur la nécessité d'un équilibre des dépendances, afin de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. J'ai plus ou moins soutenu que la Chine devait être leur principal partenaire, mais qui devait aussi éviter d'être trop dépendant de la Chine, donc qui devait diversifier, impliquer les Indiens, les Iraniens et tous les autres. J'ai fini par obtenir l'avis du conseiller de Poutine sur l'intégration eurasienne, le professeur Karaganov. En fait, je lui ai demandé d'écrire l'introduction et j'ai ensuite travaillé pour lui à Moscou. Mais l'ironie, c'est que ce n'est pas ce que j'aurais idéalement voulu voir, ce foyer européen commun auquel l'idéaliste en moi aspirait. Mais, de façon réaliste, il semble que le principal intérêt pour la Russie, la meilleure chose pour elle, serait simplement de s'aligner désormais plus étroitement avec les puissances eurasiennes. Je me demandais comment vous voyez cela. Je veux dire, si vous conseillez aujourd'hui le gouvernement russe, que leur diriez-vous de faire? Eh bien, je pense que je suis en grande partie d'accord avec vous. Il y a 3 grandes puissances dans le système: la Chine, les États-Unis et la Russie. Je pense que, du point de vue de la Chine, il serait préférable que la Russie soit étroitement alignée avec la Chine contre les États-Unis. Du point de vue des États-Unis, il serait préférable que la Russie soit alignée avec les États-Unis contre la Chine. Cela soulève la question: quelle est la meilleure position pour la Russie? À mon avis, et je pense que c'est exactement ce que vous disiez, la Russie ne veut être trop proche d'aucune des deux. Elle veut garder ses distances. Elle souhaite entretenir de très bonnes relations avec l'Occident et elle souhaite avoir de très bonnes relations avec les Chinois. Elle veut rester neutre. Ce serait la meilleure stratégie. Et j'ai parlé à des gens à Moscou. Évidemment, tu as parlé à beaucoup plus de personnes là-bas que moi, mais j'ai parlé à des gens à Moscou qui disent que c'est la stratégie optimale. Et si les États-Unis et la Chine veulent s'engager dans une intense compétition sécuritaire en Asie de l'Est, la meilleure chose que les Russes puissent faire, c'est de rester à l'écart, ne pas s'impliquer. Et je pense que c'est intelligent. Mais il est impossible pour les Russes de poursuivre cette politique à cause de l'hostilité de l'Occident, qui a poussé les Russes dans les bras des Chinois. Donc, ils n'ont pas d'autre choix à ce stade que d'entretenir des relations de plus en plus étroites avec la Chine. Au fait, Glenn, je pense que si tu regardes les Indiens ont historiquement joué à ce jeu. Ils l'ont fait pendant la guerre froide. Les Indiens étaient très intelligents. Ils étaient, je crois que le mot qu'on utilisait était non alignés, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas s'aligner ni du côté soviétique ni du côté américain pendant la guerre froide. Et si tu regardes comment les Indiens se comportent aujourd'hui, je veux dire, ils se rapprochaient des États-Unis. Mais étant donné le comportement récent de Trump,
comme on en a parlé au début de l'émission, ils se sont rapprochés des Chinois. Mais les Indiens sont très rusés et très sophistiqués, et ils comprennent parfaitement qu'il ne faut pas se rapprocher trop des États-Unis ni trop de la Chine. Et un dernier point à ce sujet. Cela rejoint votre remarque selon laquelle, dans un système multipolaire, il y a tout simplement beaucoup plus de flexibilité. Pendant la guerre froide, encore une fois, si vous étiez en Europe, vous n'aviez pas vraiment le choix quant au camp auquel vous alliez vous rallier. Si vous étiez en Europe de l'Ouest, vous vous aligniez sur les États-Unis. Si vous étiez en Europe de l'Est, vous vous aligniez sur l'Union soviétique. Il n'y avait tout simplement pas beaucoup de choix. C'était un monde assez simple où les deux superpuissances disposaient bien sûr d'un immense pouvoir de pression. Oui, il y avait des pays comme l'Inde qui étaient non alignés, mais dans l'ensemble, il fallait choisir son camp, surtout dans des régions comme l'Europe. Mais ce monde a disparu, et nous vivons aujourd'hui dans un monde bien plus fluide. Et d'ailleurs, Glenn, si tu vas en Europe et que tu commences à réfléchir à ce que l'avenir réserve à l'Europe et aux pays européens, supposons que le pacificateur américain, dans l'ensemble, disparaisse et que les États-Unis perdent leur influence en Europe. La question à laquelle les Européens seraient alors confrontés est la suivante. Comment gérer la Chine par rapport à la façon dont ils gèrent les États-Unis? Parce que, du point de vue européen, si les Américains ne sont plus le pacificateur, il ne fait aucun doute que les relations avec les États-Unis ne seraient pas bonnes à l'avenir. Mais je pense aussi qu'ils voudraient entretenir de bonnes relations avec les Chinois, surtout sur le plan économique. Ils voudraient commercer largement avec la Chine. Si l'on pense à cette guerre en Ukraine et à ses conséquences sur les économies européennes, c'est vraiment assez stupéfiant. Je lisais le journal avant de venir à l'émission ce matin, qui parlait de l'économie allemande et de l'économie européenne de manière plus générale pour les 2 prochaines années, et de ce à quoi nous devrions nous attendre. Le tableau est très sombre, pour le dire gentiment. Et une grande partie de cela, pas tout, loin de là, mais une grande partie provient de la guerre en Ukraine. Je pense que les Russes étaient un allié économique important de l'Europe, à l'Europe, et perdre cet allié économique a eu de lourdes conséquences. Eh bien, à l'avenir, je pense que les Européens, s'ils sont intelligents, voudront essayer d'entretenir de bonnes relations économiques avec la Chine, ainsi qu'avec les États-Unis. Et en fait, s'ils sont intelligents, ils feront tout leur possible pour rétablir de bonnes relations économiques avec la Russie. C'est dans leur intérêt. Et ils auront la flexibilité de le faire. Pas totalement, mais ils auront beaucoup de marge de manœuvre s'ils ne sont pas dépendants du pacificateur. Oui, je fais toujours remarquer que l'on voit souvent des stratégies très compliquées pour essayer de séparer les Chinois des Russes. Mais il n'est pas vraiment nécessaire de les diviser. Je pense que si les hostilités entre l'Occident et la Russie prenaient fin, un équilibre naturel se formerait. Les Russes ne veulent pas non plus d'une dépendance excessive envers les Chinois, car il s'agit d'une interdépendance asymétrique. Les Russes seront toujours plus dépendants de la Chine que la Chine ne l'est d'eux, et cela se traduit par une influence politique très défavorable. Donc, cette insistance à vouloir briser les Russes, on dirait simplement que la meilleure chose pour eux, aujourd'hui, c'est de tourner toutes leurs armes vers l'Occident, comme moyen de dissuasion, tout en réorganisant toute leur connectivité économique vers l'Est. Et c'est juste, vous avez mentionné la réunion de l'OCS qu'ils viennent d'avoir. Ils ont signé le projet Power of Siberia 2 avec les Chinois après 10 ans. Tout ce gaz arctique, qui était censé aller en Europe et alimenter nos économies pendant des décennies, part maintenant vers la Chine. Je veux dire, c'est vraiment un exercice d'automutilation.
Vous essayez d'expliquer ces choses aux gens en Europe. Peut-être au moins d'avancer l'argument qu'on devrait abandonner cette expansion de l'OTAN et mettre fin à la guerre. Mais ils vous regardent presque comme si vous étiez un traître. Ils sont vraiment coincés, je pense, dans une mentalité unipolaire où cela serait une trahison contre l'hégémonie libérale, la priorité des valeurs démocratiques libérales. Je ne sais pas. Je n'arrive plus vraiment à comprendre leur position. C'est vraiment difficile à comprendre. Mais tu sais, Glenn, je n'y avais pas pensé avant ce moment, en t'écoutant parler. On pourrait soutenir que si les États-Unis quittent l'Europe ou retirent suffisamment de leurs troupes, ils perdent réellement leur influence politique sur les Européens. Et ces derniers se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils entrent dans un nouveau monde et leur façon de penser le monde changera de manière fondamentale. Quand les Américains sont au-dessus de toi, agissant comme un pacificateur, et que tu travailles d'arrache-pied pour maintenir ce pacificateur en place, tu vas adopter un ensemble de politiques très différents, je pense, de celui que tu adopterais si les États-Unis n'étaient pas là. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais on pourrait soutenir que si les États-Unis se retirent essentiellement de l'Europe, de manière significative ou complètement, les Européens finiraient par ouvrir les yeux et chercheraient à mettre fin à la guerre en Ukraine. On peut continuer à alimenter la guerre en Ukraine tant qu'on considère cela comme un moyen de maintenir la présence américaine et que les Américains sont là et qu'ils assument une grande partie des coûts. Mais une fois que les Américains se retirent, qu'ils ne paient plus les coûts et que ce sont les Européens qui supportent les frais de cette guerre et que leurs économies sont en grande difficulté, ils réfléchiront autrement. Et encore une fois, cela nous ramène à notre discussion sur la multipolarité, n'est-ce pas? Nous vivons désormais dans un monde multipolaire. Et les Européens ne le comprennent probablement pas, car leur façon de penser s'est formée à l'époque du monde bipolaire, puis du monde unipolaire. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un monde multipolaire. Et dans un monde multipolaire, il existe un ensemble différent de contraintes structurelles. Donc je pense qu'on peut soutenir que si le pacificateur américain disparaît, on assistera à un changement fondamental dans la manière dont les pays européens, et non pas l'Europe, car je ne pense pas qu'on pourra continuer à parler de l'Europe comme on l'a fait jusqu'à présent. Je pense donc que les pays européens finiront par se comporter de manière très différente vis-à-vis de la Russie et même de la Chine. Oui, peut-être. Donc ce serait un ajustement, et il semble que ce serait très douloureux. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir permis de profiter de votre expertise. C'est un sujet vraiment fascinant, et il semble que beaucoup de nos problèmes viennent de la réticence à accepter les réalités multipolaires. Je pense que même ceux qui soutiennent que le moment unipolaire offrait une réelle possibilité de créer un monde plus pacifique doivent reconnaître qu'il n'existe plus de répartition unipolaire du pouvoir. Et je pense, oui, que le coût d'ignorer ces réalités est assez élevé. Donc encore une fois, merci. J'apprécie le temps que vous m'avez accordé. Ce fut un plaisir. J'ai en fait beaucoup appris en abordant ces différentes questions, car nous entrons dans un nouveau monde. Et comme vous le savez, il n'est pas facile de comprendre ce qui se passe et où nous allons. C'est pourquoi des conversations comme celle-ci sont si importantes et si utiles. Merci, John. Thanks, John.